La question semble paradoxale puisqu'il semble évident que nos réflexions, nos images, nos souvenirs, peut-être même le plus précieux de notre être, se trouvent dedans. En effet, la vie intérieure, c'est ce que nous expérimentons lorsque nous nous détournons du rapport au dehors, aux choses extérieures, et qu'en quelque sorte, comme lorsqu'on ferme les yeux, on cherche à se retrouver dedans, loin de ces échanges avec les autres, déconnecté des réseaux sociaux, éventuellement dans des pratiques comme la méditation ou le yoga. Donc, nous avons tendance à penser cette vie intime par opposition avec l'extérieur, alors qu'en fait, il ne s'agit que d'une métaphore. En effet, il y a bien une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, c'est la peau. Mais si vous ouvrez la peau, vous découvrirez des organes et rien de nos mondes intérieurs. Donc il y a là une métaphore qui est une manière de mal dire, mal décrire quelque chose qui est peut-être même mal compris. Il vaut la peine de réfléchir pour essayer peut-être de corriger la manière dont nous nous référons à ce qui est le plus précieux en nous. En fait, cette différence entre vie intérieure, vie extérieure, révèle la différence entre le monde des objets et ce qui est objectif, et le monde des sujets et ce qui est subjectif. En fait, cette différence est historiquement et métaphysiquement liée au développement des sciences modernes qui sont fondées sur la réalité objective. Alors, qu'est-ce qu'un objet ? On pourrait dire qu'un objet est défini par un certain nombre de propriétés et d'usages. En l'occurrence, une sphère bleue qui est utilisée pour se passer les nerfs. En réunissant les propriétés et les usages, on obtient une vision cohérente qui nous permet de constituer un objet. De ce point de vue, les objets sont les produits d'interaction entre des protocoles d'expérimentation et des descriptions très précises qui sont les méthodes mêmes de la science. D'un certain point de vue, la réalité objective ne préexiste donc pas à l'étude scientifique. Elle est plutôt le produit de l'interaction entre les méthodes scientifiques et la réalité des choses. Un petit peu comme la Lune, en fait, est éclairée seulement d'un seul côté par le Soleil. La face lumineuse de la Lune est celle qui fait face au Soleil. De la même manière, un objet, c'est ce qui, dans les choses, est offert au regard scientifique. En définitive, la réalité objective elle-même n'est pas ce qui préexiste à la science, elle est plutôt ce qui est produit par l'interaction entre la science et ses protocoles et, je dirais, le chaos des choses. Alors, bien sûr, en se rapportant aux choses sur le mode de l'objectivité, on découvre un très grand nombre d'avantages. On peut mesurer, découper, assembler, composer, décomposer les choses à partir du moment où l'on établit avec elles un rapport objectif. En revanche, une grande partie de la réalité devient problématique. Les sensations, les émotions, le rôle symbolique des choses, le rapport au langage, tout cela, en fait, bascule dans ce qui n'est pas objectif, et pour cause, c'est le propre de la subjectivité. La subjectivité humaine, c'est évident, n'est pas par définition une donnée objective. Au contraire, elle est ce qui échappe à cette tentative d'objectiver le monde et qui du coup se constitue progressivement à partir de pratiques où l'autonomie d'un certain agent, le sujet, émerge progressivement. Alors, lorsque cette subjectivité intime rencontre l'objectivité des sciences modernes, une frontière naît qui est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur.
La conviction qu'il y a une différence radicale est en réalité une réaction étrange liée de la rencontre entre des pratiques d'intimité, de construction subjective, et de l'autre, des pratiques d'objectivité et d'élaboration scientifique. Dans ce contexte, nos contemporains ont fini par associer la construction subjective avec des stratégies de repli. En fait, c'est lorsqu'on se replie vers soi, lorsque l'on prend du temps pour soi et pas pour les autres, lorsque l'on est seul et pas avec les autres, que l'on pourrait en quelque sorte se retrouver. Cette attitude, qui est en fait un peu comparable à celle des cloportes qui se referment, pourrait donner naissance à une société de cloportes si elle n'avait pas deux inconvénients. Le premier, c'est qu'elle incite les individus à s'éloigner des activités collectives et des projets faits en commun. Mais si l'on renonce aux actions concertées, il n'y a plus de société possible. Donc d'un certain point de vue, je dirais l'idéalisation du repli sur soi met en danger les fondements même d'une société possible. D'un autre côté, l'individu lui-même n'a rien à gagner à concevoir les choses de cette manière. Pourquoi? Parce que si nous sommes seuls dans nos mondes intérieurs, nous sommes donc privés à la fois de la reconnaissance des autres, mais aussi de la comparaison qui permet d'établir des critères de valeur. Mais sans critères de valeur, sans possibilité de validation, sans même possibilité d'évaluation, le sujet se trouve complètement perdu. Il entre en crise, doute de lui-même, ne sait plus qui il est et n'a plus aucune issue hors du doute. Il devient incapable d'être le sujet d'une vérité et donc se trouve comme une sorte d'exception à l'intérieur d'un monde d'objets. Il vaut la peine de reconcevoir les choses et, je dirais, de surmonter cette métaphore pour repenser nos pratiques de subjectivation, celles par lesquelles nous naissons comme sujets. Alors, il me semble qu'il est possible de décrire la vie subjective d'une manière plus précise en y reconnaissant des interactions complexes. Prenons un exemple comme un poème. Un poème, en général, ne vous apporte pas d'informations nouvelles. En revanche, il s'agit d'un travail sur une langue en particulier et sur le langage en général qui rend perceptible le rapport de chacun à sa propre langue et avec les autres locuteurs qui contribuent eux aussi à la modifier, à la faire évoluer, à y faire des expérimentations face auxquelles le poète est peut-être celui qui, je dirais, arrive le mieux à faire partager ces innovations. Dans ce contexte, un poème fait percevoir non seulement, je dirais, une subjectivité à l'œuvre, mais surtout le monde des règles de monde, puisqu'il utilise les ressources du langage, des ressources inexplorées. En ce sens, la poésie, comme beaucoup d'autres pratiques, sont des manières d'explorer des métamondes, des mondes qui se trouvent comme en surplomb par rapport au monde de la réalité subjective. On pourrait dire en définitive qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose, comme par exemple si je malaxe cette boule, beaucoup d'autres choses se passent en même temps. Non seulement dans le monde objectif, il y a des mouvements que l'on peut décrire, mais il y a aussi des perceptions que je ressens et qui me sont propres. Et il y a aussi des symboles, comme lorsque vous voyez un être humain maltraiter une petite boule bleue. Et toutes ces diverses dimensions d'un acte, on pourrait les comparer en quelque sorte à des couleurs. Une bulle de savon, par exemple, c'est un objet qui a toutes les couleurs à la fois, c'est ce qu'on appelle un objet iridescent. Eh bien, on pourrait dire que d'une certaine manière, les mondes des interactions se trouvent dans la même situation. Ils coexistent au même moment, bien qu'ils soient hétérogènes, et ils sont comme autant de couleurs qui se retrouvent sur les mêmes choses à la fois. Toutes les choses du monde, sujets et objets,
sont des êtres iridescents. Alors, sur ces bases, on comprend que nos mondes d'interaction ne sont pas intérieurs. Ils ne se trouvent pas logés à l'intérieur de soi, au-dedans de la peau. Certains sont perceptibles, certains sont totalement abstraits. Certains peuvent être décrits par les mathématiques, d'autres ne peuvent être accessibles qu'à la poésie. Certains sont visibles par un seul individu, d'autres n'apparaissent qu'à ceux qui étudient des phénomènes qui se déploient sur plusieurs siècles et parfois sur des milliards d'années. Si l'on rassemble tous ces mondes, on n'obtient pas la réalité objective, c'est l'inverse. La réalité objective n'est qu'une toute petite partie d'une réalité beaucoup plus grande, la réalité avec un grand R, la réalité que j'appelle iridescente. Dans ce contexte, je ne vous incite pas à abandonner vos pratiques de repli. Je ne vous incite pas à mener votre vie intime d'une manière ou d'une autre. Faites-le comme bon vous semble. En revanche, je voudrais insister sur le fait que ces mondes intérieurs et ces pratiques subjectives ne sont jamais isolées. Par définition, elles sont des manières d'explorer des métamondes, c'est-à-dire de vivre sa vie, je dirais, dans le non-objet. Et le non-objet, c'est quelque chose qui n'a ni dedans, ni dehors. C'est important pour apprendre à référer sa propre existence à des interactions plus grandes que soi-même, plus grandes que l'individu. Et il me semble que dans le monde d'aujourd'hui, confronté à une urgence écologique majeure, il est essentiel que chacun sorte de l'impuissance volontaire pour comprendre que nous avons à réparer des liens qui se trouvent dans un grand nombre de ces mondes iridescents. En revenant vers ces interactions, en travaillant sur la subtilité avec laquelle nous sommes reliés les uns aux autres, reliés à des choses qui ne sont pas seulement des réalités objectives, eh bien, votre génération, la mienne et les générations suivantes pourront travailler de nouveau à explorer l'iridescence, car il y a beaucoup de métamondes à réparer.